théorie sur les électrolytes. Alors, les électrolytes, c'est tout simplement des substances qui, ajoutées à l'eau, donc lorsqu'on peut dissoudre la substance dans l'eau, donc la rendent conductrice d'électricité. On retient qu'un électrolyte, c'est une substance, lorsqu'on la dissout dans l'eau, elle permet le passage du courant électrique, la conductibilité électrique. Il y a des conditions pour que le courant puisse circuler. Alors, il y en a trois. La première, c'est la présence de charges électriques. Un exemple, pour les composés ioniques, comme le sel de table, nous avons présence de charge électrique. On se souvient que c'était une liaison ionique. Donc, le métal donnait un ion qui était positif et le non-métal, un ion négatif. Donc, il faut avoir ce type de liaison. Nous avons donc nos ions, mais il faut les rendre mobiles. Donc, la deuxième condition pour que le courant électrique puisse circuler dans une solution, il faut que les ions soient immobiles. La façon de rendre immobiles les ions, c'est de dissoudre la solution dans l'eau. Si j'ai du sel de table à l'état solide, le fait de l'ajouter à de l'eau va faire en sorte de dissocier la molécule en ions Na+, et Cl-. Donc, c'est ce que je vais retrouver dans l'eau. On peut représenter ça par une équation ionique. J'ai le NaCl solide. Lorsqu'ajouté dans l'eau, il donne un ion positif. On a vu dans des cours antérieurs comment trouver la charge de l'ion. Donc ici, le sodium, c'est un métal de la famille 1A, donc du groupe 1A. Donc, il est positif de 1. Les ions sont à l'état aqueux. Donc, on représente ça avec la petite lettre A et Q. Donc, aqueux veut tout simplement dire que le solvant utilisé pour dissoudre le sel, c'est de l'eau. Si le solvant avait été de l'alcool, on aurait écrit Al. Nous avons un autre ion, l'ion négatif, le chlore, donc l'ion chlore. Lui aussi, c'est un non-métal. Donc, on a vu avec 8 moins le numéro du groupe dans des cours antérieurs qu'on pouvait trouver la charge du non-métal, qui est toujours négative, c'est un receveur d'électrons. L'ion est toujours aqueux. La troisième condition pour avoir la conductibilité électrique, c'est l'orientation du mouvement des charges. Ça se fait de quelle manière? Bien, tout simplement avec un appareil que nous avons utilisé pour détecter la conductibilité électrique. Donc, le conductimètre, avec le petit témoin lumineux, il suffit tout simplement de tremper les électrodes. Donc, nous avons au niveau des électrodes un côté qui est positif, donc une électrode qui est branchée au côté positif de la source de courant qui alimente le petit témoin lumineux, et un côté négatif. On rappelle que le côté négatif, c'est la cathode, et le côté négatif, c'est l'anode. Le côté positif, excusez, c'est l'anode. Donc, le côté positif, c'est l'anode, et le côté négatif, c'est la cathode. Lorsque les électrodes sont en contact avec les ions qui sont en solution dans l'eau, nous retrouvons que les ions qui sont négatifs sont attirés par l'anode. On se souvient que les ions négatifs avaient un synonyme, anion. Donc, un anion est attiré par l'anode, le côté positif du petit appareil pour détecter la conductibilité électrique.
L'ion Na+, qui est positif, va être attiré par le côté négatif, donc la cathode. Le synonyme d'ion positif, c'est le cation. C'est pour ça que le côté négatif d'une pile porte le nom de cathode, puisque ce sont les cations qui sont attirés par la cathode. Nous avons deux types de solutions, de dissolution, c'est-à-dire lorsqu'on met une substance dans l'eau et qu'on peut la dissoudre, il y a donc deux possibilités. On peut avoir une dissolution ionique, celle qui va permettre le passage du courant électrique, et une dissolution moléculaire qui ne permettra pas le passage du courant électrique. Donc, ce qu'on va retrouver dans cette solution-là, on va le représenter tout simplement par des petites sphères qui ont des charges positives et négatives. Donc, lorsque on dissout une substance qui est ionique, elle fournit des ions positifs et négatifs en bonne quantité. Donc, voici la dissolution ou la dissociation ionique. La dissolution moléculaire, celle-ci, on va la représenter tout simplement par des billes vides. Donc, elle nous montre qu'il n'y a pas de formation d'ions. Ici, la dissolution ionique permet le passage du courant électrique. Donc, c'est un électrolyte. Ça permet le passage du courant électrique. Par contre, une dissolution moléculaire ne permet pas le passage du courant électrique. Nous allons illustrer les deux types de dissolution à l'aide d'exemples. Prenons le sel de table. Nous savons que le NaCl peut nous fournir des ions lorsqu'il est dissous dans l'eau, donc du Na+ aqueux plus du Cl- aqueux. Donc, c'est une molécule qui fournit des ions. Lorsque on retrouve le NaCl solide dans l'eau, il nous donne des ions Cl-, Na+, Cl-, Na+, etc. Par contre, un exemple qui représente une dissolution moléculaire, c'est le sucre, par exemple. Donc, si je prends une molécule de sucre, le C12H22 O11 solide, une fois dans l'eau, il nous donne tout simplement du C12H22 O11 aqueux. Donc, nous sommes capables de le dissoudre, mais il ne fournit pas d'ions. De quelle façon on peut représenter ça? Donc, la dissolution moléculaire, c'est que la substance va rester à l'état moléculaire, donc le C12H22O11. Il n'y a pas d'ion positif ou d'ion négatif. Donc, chaque sphère ici dessinée, on va retrouver tout simplement
une molécule de sucre, C12, H22, O11. Même chose ici, C12, H22, O11. Par le fait même, un conductimètre ne pourra pas révéler la conductibilité électrique dans une solution qui possède des molécules. Par la suite, voyons les substances électrolytiques. Les substances électrolytiques, ce sont les acides, les bases et les sels. Bien entendu, toujours en solution. Lorsqu'on peut dissoudre un acide, une base ou un sel dans l'eau, on peut avoir la conductibilité électrique, donc une substance, une solution qui est électrolytique. Voyons maintenant pour chacune de ces substances les propriétés. Donc pour les acides, donc un acide est conducteur d'électricité, c'est normal, c'est un électrolyte. Il possède un goût aigre, comme le vinaigre. On connaît la molécule du vinaigre, le CH3COOH, ou l'acide acétique. L'acide rougit le papier de tournesol, c'est le papier de tournesol bleu qui va devenir rouge. Avec un acide, on peut neutraliser une base. Nous avons vu antérieurement que si un acide réagit avec un métal, il y a formation d'un gaz qui est le dihydrogène. Ce gaz est explosif en présence d'une flamme. De plus, on va l'expliquer avec des formules moléculaires tantôt, l'acide libère des ions H+. Nous allons voir que dans la formule moléculaire, nous avons un atome d'hydrogène. Pour les propriétés de la base, c'est aussi conducteur d'électricité, c'est un électrolyte. Le goût, il est amer. Ça bleuit le papier de tournesol. Bien entendu, c'est le papier rouge qui va devenir bleu. Ça neutralise un acide. Lorsqu'on touche à une base, le toucher est visqueux, un peu comme le savon à vaisselle. Ça libère des ions hydroxyle, des ions OH-. Nous allons le voir tout à l'heure avec la formation des molécules, des substances basiques. Les sels. Donc, un sel, c'est conducteur d'électricité. C'est aussi un électrolyte. Automatiquement, lorsqu'il est conducteur d'électricité, c'est un électrolyte. Donc, bien entendu, lorsque le sel, on peut le dissoudre dans l'eau. Il y a certains sels qu'on ne peut pas dissoudre dans l'eau, comme le chlorure d'argent. On ne pourra pas révéler le caractère électrolytique de cette solution-là, puisqu'il va rester non dissous dans l'eau. Le sel a un goût salé. Il libère, on l'a vu tantôt avec le NaCl, des ions positifs et des ions négatifs. Par la suite, comment reconnaître un électrolyte sans passer par l'expérimentation? Donc, sans faire, comme dans le laboratoire 2.4, le test de la conductibilité électrique et aussi du papier de tournesol. On peut reconnaître un acide avec sa formule moléculaire. Pour reconnaître un acide, vous avez un ou des atomes d'hydrogène au début de la formule moléculaire, suivi d'un non-métal. Un acide qu'on utilise souvent en laboratoire, c'est l'acide chlorhydrique, HCl. Donc, voici un exemple, le chlorure d'hydrogène. On peut avoir aussi l'atome d'hydrogène suivi d'un groupe d'atomes, d'un radical, un groupe d'atomes. Voici un exemple qui représente l'hydrogène suivi d'un groupe d'atomes, l'acide sulfurique par exemple, H2, SO4, le sulfate de dihydrogène.
Donc, voici le radical. Nous avons appris par cœur certains radicaux. Ensuite, on peut avoir un groupe d'atomes au début de la molécule, suivi de l'hydrogène. Ici, ça représente les acides qui sont organiques. On peut donner un exemple. On connaît l'acide acétique, qui est le vinaigre, donc le CH3, COOH. Donc, l'hydrogène se retrouve à la fin. Le groupe d'atomes, c'est le radical acétate ici. C'est un acide qui est organique, alors que le HCl est un acide inorganique. Par la suite, pour identifier avec la formule moléculaire une base, au début de la formule, nous avons un métal. Tantôt, dans les propriétés de la base, nous avons écrit qu'une base libère un ion hydroxyde. Donc, on va retrouver au début un métal suivi du radical OH, donc hydroxyde, ou bien, donc on peut donner un exemple, le NaOH qui est souvent utilisé en laboratoire, donc c'est de l'hydroxyde de sodium. On peut aussi retrouver le radical ammonium, NH4, suivi du radical hydroxyde, ce qui nous donne la base NH4OH, hydroxyde d'ammonium. Pour ce qui est des sels, on n'a qu'à penser aux sels de table. Donc, on retrouve un métal au début dans la formule moléculaire, suivi d'un non-métal. Nous allons donner un exemple. Le NaCl, le sel de table. Donc, nous avons le métal et le non-métal. On peut aussi retrouver le métal suivi aussi d'un groupe d'atomes, d'un radical. Les groupes d'atomes sont formés d'éléments non métalliques. Un exemple, je prends le sulfate de magnésium. Voici le radical et le métal. Donc, le radical, le métal. On peut retrouver aussi le radical NH4, ammonium, suivi d'un non-métal. Voici un exemple. NH4Cl, le chlorure d'ammonium. Donc, voici le radical, voici le non-métal. Et pour terminer, on peut retrouver le radical NH4, suivi aussi d'un groupe d'atomes, d'un radical. Voici un exemple, le NH4, parenthèse, donc le NH4,2, SO4. Voici les deux radicaux, j'ai le radical sulfate et j'ai le radical NH4. Donc, pour reconnaître un sel, il n'y a pas d'hydrogène au début, dans la formule moléculaire, ni à la fin. Il n'y a pas non plus le radical OH à la fin. Pour reconnaître une base, on retrouve un métal avec OH ou le NH4 avec OH. Pour reconnaître l'acide, on retrouve toujours de l'hydrogène, suivi d'un non-métal ou d'un groupe d'atomes, ou bien un groupe d'atomes suivi de l'hydrogène.
Voyons maintenant la force d'un électrolyte. La force d'un électrolyte, il y a des électrolytes qui permettent de faire passer fortement le courant électrique. On les qualifie d'électrolytes forts. Nous allons les représenter par un dessin. On va illustrer c'est quoi un électrolyte qui est fort. Parallèlement à ça, nous allons illustrer un électrolyte qui est faible. En laboratoire, nous avons observé le comportement d'un électrolyte faible et d'un électrolyte fort. Ce qu'il faut retenir au niveau de solution, lorsque nous avons un électrolyte fort, nous avons en solution dans l'eau beaucoup d'ions positifs et négatifs qui sont répartis dans l'eau et quelques molécules. Donc, voici les ions positifs, les ions négatifs et quelques molécules. On n'arrive pas à dissocier à 100% nécessairement la substance, là, même si c'est un électrolyte. Donc, un électrolyte fort, qu'est-ce qui le caractérise? C'est que le nombre d'ions est supérieur au nombre de molécules. Il y a beaucoup d'ions. Si on place, par exemple, une ampoule ou une lampe électrolytique à l'intérieur, elle va allumer fortement. Donc, le nombre d'ions est supérieur au nombre de molécules. Un exemple d'un électrolyte qui est fort, c'est l'acide chlorhydrique, qui en solution va nous donner beaucoup d'ions H+, beaucoup d'ions Cl- et un peu de molécules. Donc, en solution, on peut l'illustrer de la façon suivante. On va retrouver beaucoup d'ions H+, et d'ions Cl-, H+, Cl-, il y en aura plusieurs. Et nous allons retrouver à l'occasion quelques molécules qui vont rester à l'état HCl. Il y aura donc beaucoup de H+, de Cl- et peu de HCl, donc de molécules non dissociées. Pour un électrolyte qui est faible, nous allons retrouver, une fois dissous dans l'eau, quelques ions positifs et négatifs. Par contre, le nombre de molécules sera supérieur. Nous allons retrouver beaucoup de molécules. C'est la dissolution moléculaire qui l'emporte par rapport au nombre d'ions. Nous retenons que le nombre d'ions sera inférieur au nombre de molécules. Le courant va donc avoir de la difficulté à passer dans cette solution-là. C'est quand même une solution électrolytique, mais l'ampoule électrolytique va allumer faiblement. Un exemple, le vinaigre qui est un acide, CH3COOH. Nous avons vu en laboratoire, en démonstration, que la lampe électrolytique n'allumait pas fortement. Donc, la raison de ça, c'est tout simplement qu'on retrouve à l'intérieur, une fois dissous, un peu d'ions négatifs CH3COO-, un peu d'ions positifs. On n'oublie pas que les acides libèrent des ions positifs,
Mais on va retrouver beaucoup de molécules non dissociées, donc du CH3COOH en grande quantité. CH3, COOH et ainsi de suite. Donc, beaucoup de molécules non dissociées et peu d'ions positifs et négatifs. On peut l'illustrer comme ça. On va en dessiner une dernière. Donc, voici la différence entre un électrolyte fort et un électrolyte faible. On retient que le courant passe très bien dans un électrolyte fort. Le courant passe moins bien dans un électrolyte faible. En laboratoire, il suffit de prendre une lampe électrolytique avec une ampoule, donc c'est un appareil qui possède une ampoule électrique, qui nous permet de voir l'intensité lumineuse.